Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes lancé, il est vrai, dans une bataille parlementaire. Ce n'est plus de l'obstruction, c'est du zadisme parlementaire. Cette phrase, elle est signée Olivier Véran. Il est député La République En Marche. Vous assumez le zadisme parlementaire ? Je veux en débarrasser en tout cas la scène. Oui, nos retraites sont un territoire à défendre. Oui, on espère que la réforme termine comme Notre-Dame-des-Landes. Et si le président avait quelque chose dans le ventre, vu l'état dans lequel est le pays, il déclencherait un référendum comme ça a été fait pour Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Il ne le fera pas. Nous verrons, parce que bien sûr, il donne l'impression de ne pas être là vraiment. Quand on voit les bourdes qui s'accumulent, il y a une certaine inquiétude sur le personnage. Quand on le voit manier un t-shirt avec quelqu'un qui a un œil crevé, on ne sait pas de qui il se moque, des policiers qui ont crevé les yeux ou des gens qui ont les yeux crevés. Et on a l'impression que lui est plus tout à fait là. Il dit des choses étranges, il dit à sa majorité un peu d'humanité, reprenant ce qui est exactement notre accusation depuis le début. Ces gens sont des idéologues qui ont coupé tout contact avec la réalité humaine. Quand on parle par exemple des retraites, et qu'on entend le ministre dire que c'est un problème d'hygiène de vie si les salariés, les ouvriers meurent plus vite, on se dit non mais franchement, dans quel monde vivez-vous ? C'est pas étonnant que le gars qui s'occupe de ça, le ministre, c'est un homme qui a poursuivi une caissière pour 80 centimes d'erreur de caisse. Et parce elle avait donné un petit pain au chocolat qui était trop cuit, elle l'avait donné gratuitement. Ce gars est maintenant ministre chargé des retraites. Qu'est-ce que vous voulez qu'il ressente de la vie des gens ? Et donc, vous vous battez sur le terrain parlementaire avec une stratégie qui est assumée, c'est quand même assez incroyable de l'assumer, qui est de dire on va déposer 19 000 amendements, on va jouer la montre. Avec quel objectif, en réalité ? Pas de faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr que si. Nous prenons la suite, là où nous sommes, de la bataille qu'ont menée les salariés. Nous nous en sentons la représentation politique. Bon. Donc on dépose des amendements, on l'a fait avec des conditions de tactique, ça a de l'intérêt d'avoir un homme expérimenté à la tête d'un groupe pour ne pas se faire couper l'herbe sous le pied. Donc nous avons déposé 17 fois chaque amendement, de manière à être certain, nous ne sommes que 17, que dans le roulement, il y aura toujours quelqu'un pour défendre l'amendement, quoi qu'on nous fasse. Avec quel objectif ? D'abord, de pouvoir présenter la totalité de nos thèses. C'est-à-dire que les gens qui suivent à la télé, il y en a quand même quelques-uns, ou qui regardent, vont entendre tous nos arguments sur l'ensemble des points. Et comme on sait qu'à un moment donné, le couperet va tomber parce qu'il va falloir passer en séance plénière, c'est de la technique, eh bien, on aura entendu tout ce qu'on a à dire sur le sujet. Donc le problème n'est pas de les retarder ou de je ne sais quoi, c'est de faire en sorte que la totalité des arguments soit présentée sur la table. Ils ne l'ont pas été pendant ces mois de débat ? Ils ne l'ont pas été entendus, vos arguments ? Madame Roux souffrait que les parlementaires pensent que c'est au Parlement que ça se passe. Si plus personne ne croit à la République et au Parlement et qu'on pense que ça se joue sur les plateaux de télé et dans la rue, bien sûr que ça se joue sur les plateaux de télé et dans la rue, mais il y a un truc qui s'appelle le Parlement et c'est le cœur de la démocratie. Donc c'est là aussi qu'il faut que le débat ait lieu. Avec quand même l'objectif de retarder l'adoption du texte ou même pas ? Alors, quand on va arriver en séance plénière, évidemment, il faut que ça dure le plus possible, d'abord pour qu'on nous entende, ensuite pour qu'ils sachent qu'il y a une résistance qui est appuyée par le pays. Les sondages nous sont très favorables dans cette circonstance. Et puis qu'on aille jusqu'au moment où ils se prendront une raclée électorale aux municipales qui peut-être va les faire réfléchir et leur dire on arrête. On va en parler des municipales, mais d'abord quand même un mot parce que ça se joue encore aujourd'hui dans la rue avec une journée de mobilisation. À un moment donné, je suis sûre que vous avez pensé que la rue ferait reculer le gouvernement sur cette réforme des retraites. Ça ne s'est pas produit. Pourquoi ? Non, écoutez, n'allez pas trop vite. La rue, comme vous dites déjà, c'est une façon de parler, pardon, je ne vous en veux pas. C'est vous qui avez dit la rue à 2 Oui, minutes. bon, mais parce que moi aussi, je finis par m'imbiber d'un vocabulaire qui n'est pas le nôtre. Là, ce sont les corporations, les métiers. Caroline Roux, comprenez, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que les gens ont pris le temps d'aller regarder. Et ça a donné un résultat incroyable. Alors, les petits rats de l'opéra, les égoutiers, les aides comptables, les experts comptables, dans les agences de notaires, que sais-je encore, pardon pour tous ceux que j'oublie, les avocats, qui alors eux, ils n'en reviennent pas, parce que c'est une classe sociale, une catégorie sociale où il y a des gens très riches et des gens très précaires. Mais ils sont tous unis dans la lutte parce qu'ils découvrent que tout d'un coup, le gouvernement est venu leur faire les poches, alors qu'ils ont une caisse de retraite qui est équilibrée jusqu'à 2079. Ils vont gagner moins et ça va leur coûter plus cher. Ils n'en reviennent pas. Je leur ai demandé aux autres là, de la majorité, pourquoi vous étiez mettre les doigts dans un nid de frelons pareil ? Pourquoi vous faites ça ? Alors ils ne savent plus très bien eux-mêmes pourquoi ils ont mis ce pays en révolution. On en revient à la contestation sociale. Qu'est-ce qu'il en restera ? Il en restera des syndicats, notamment la CGT, éreintés ?
Ou est-ce que vous pensez qu'il peut renaître quelque chose d'un ancien volcan, qu'il peut renaître quelque chose de cette contestation sociale? Ou est-ce qu'il faut admettre que cette fois-ci encore, la rue n'a pas fait reculer le gouvernement? Oui, ça c'est le rêve d'une série d'éditorialistes, qu'on vienne piteux sur les écrans de télé, avouer notre défaite en pleurant et en nous jetant de la cendre sur la tête. Non, la bataille est en cours. Des gens ont sacrifié 40, 50 jours de salaire, et vous vous figurez qu'on va poser le sac à terre comme ça. Donc c'est pas fini. Attendez, ils sont rentrés. Mais la rage au cœur. Et dans le pays s'est propagée une onde de refus de cette réforme. Et par conséquent, à la fin, nous aurons le dernier mot. Parce que les gens n'oublieront pas et ne pardonneront pas. Et puis, nous sommes dans la bataille. Vous croyez que ça fait quel effet au grand patronat de ce pays de voir un pays dans un état pareil? Le monde entier parle de nous, mais c'est seulement pour parler de nos techniques de répression dans la rue et du bazar qui règne de tous les côtés. Non, je pense que plein de gens dans ce pays sont en train de se dire que le président de la République, a été trop loin, n'écoute rien ni personne, et ne sait pas gérer un pays. Nous ne sommes pas une entreprise. On ne dépend pas de la volonté d'une personne. Un mot quand même ce matin encore sur le mouvement social qui a été marqué par une montée en tension, une montée des violences. Robert Badinter, dans Le Parisien, déplore... De quelle violence? Les violences policières, vous voulez dire? Justement, attendez la fin de ma question, déplore cette situation et notamment, il dit en gros voilà, qu'il y a un climat social en France qui s'est détérioré et il déplore le fait qu'on mette la tête du président, par exemple, sur une pique. Vous avez moins peur de lui que la guillotine. Il dit, moi j'ai peur de la guillotine. Voilà pourquoi ça me fait bondir. Oui, on comprend. Et puis, à partir d'un certain âge aussi, les gens sont plus facilement heurtés par un spectacle. Je vais le rassurer tout de suite, il n'y a pas une personne à l'intérieur des cortèges syndicaux qui ait l'intention d'en guillotiner une autre, je le rassure. C'est un symbole, ça s'appelle une image. Mais pourquoi vous jouez sur ce symbole? Vous, dans votre blog, vous avez alimenté cette comparaison. Vous parlez de Louis XV qui commença son règne comme le bien-aimé. On l'enterra, écrivez-vous, la nuit sous les lancers de pierre. Pourquoi vous alimentez cette symbolique-là? Vous avez l'impression que je suis responsable des violences policières. Je vous pose la question. Non, je vous réponds, parce que l'imaginaire des Français est travaillé par le souvenir de la grande révolution de 89, qui est une révolution égalitaire. On a aboli les privilèges. La tête du roi à l'oreille, c'est quasiment secondaire par rapport à ce qui est essentiel. Pas pour Emmanuel Macron, peut-être. Par rapport à l'abolition des privilèges. Et Madame Roux, nous ne terminerons pas la réponse à votre question sans évoquer le fait que, pour l'instant, les pires violences ont été commises de sang-froid par des policiers qui, de sang-froid, ont visé leurs compatriotes en pleine figure, qu'ils ont matraqué des gens à terre, qu'ils ont frappé à coups de poing des pompiers, ce qui n'a plus rien à voir ni avec le maintien de l'ordre, ni même avec une police républicaine. Par conséquent, si l'on veut faire descendre la température, il est temps que le président de la République vienne à des décisions à des méthodes plus démocratiques. S'il tient à tout prix à cette réforme parce qu'il pense qu'elle est bonne pour le pays, qu'il constate que les gens n'en veulent pas, alors qu'il organise par exemple un référendum. Nous déposerons une motion référendaire au Parlement. Et nous verrons si La République En Marche, dans un moment de clairvoyance, dira « Bon, allez, tiens, on va régler le problème comme ça, allons en référendum ». 2 questions à vous poser rapidement. Les ministres qui échouent à se faire élire aux élections de mars prochain, aux élections municipales, on l'a appris ce matin, ne seront pas contraints de quitter leur ministère. C'est bien, c'est pas bien? La coutume était l'inverse. On partait de l'idée que certains ministres n'est élu par personne, mais ils bénéficient du vote de confiance et que si le suffrage universel n'en veut pas, on rentre à la maison pour montrer qu'on a entendu le message. Ça ne veut pas dire qu'on interrompt sa participation à la lutte politique, mais enfin, on quitte le gouvernement. Ça se faisait comme ça avant. Mais maintenant, dans le nouveau monde, quoi qu'il arrive, on reste en place et on obéit au chef surtout, même au risque d'inhumanité et de non-respect de la démocratie. 2e question. La seule femme a dirigé un groupe du CAC 40, s'appelle Isabelle Coquer. Elle a fait prendre un visage écologique au groupe Engie. Ah bon? En tout cas, elle est soutenue par Pascal Canfin, par exemple, ou par Yannick Jadot, qui estime qu'elle a assumé cette transition. Elle sera sans doute débarquée ce soir. Ceux qui la défendent doivent la connaître, ils doivent vivre dans le même monde, ils doivent se fréquenter, mais ce n'est pas notre cas. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que depuis que Engie a été privatisé, le gaz a augmenté de 50% et que la grande écologiste que vous me décrivez, l'année dernière, ça ne l'a pas dérangé de couper à 10% de plus de gens le gaz, des pauvres gens qui sont restés au froid, et ses collègues les ont fait rester également dans la nuit parce qu'ils leur ont coupé l'électricité, et d'autres collègues ont coupé la flotte. Donc, dans ce pays qui souffre, j'aurais du mal à jeter des larmes pour des gens qui sont responsables des souffrances. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. C'est à vous, Laurent.